We just talked about the obstacles standing in the way of a transition towards sustainable food systems. And I think one important obstacle nowadays is to take up the broader systemic critique and change the political context in which the peasant organizations and agroecology movements are working. And our next speakers are both working in pretty sensitive political contexts, which are prone to violence, authoritarianism, and oppression from human rights activists. And this oppression can come from state actors, but also from non-state actors, as will be shown in both of their presentations. So we thought it important today to really analyze the different governance levels and questions to not only address international and regional dynamics, but also to involve more local and national perspectives. So our first speaker is Lorena Rivera Villarreal. She is the Institutional Capacity Development Officer of the Philippines Network of Food Security Program. In the past, she has always worked for community development and farmers' empowerment, and she continues to do so through the PNFSP, where capacitating their partners and people's organization to implement activities, campaigns in line with food security, food sovereignty, and agroecology. So I will give the floor to Lorena and ask, because she has been having difficulties with her Wi-Fi, I will ask the technician to put the video on that she recorded for us. Hello everyone, greetings from the Philippines. I am Lorena Villarreal of the Philippine Network of Food Security Programs. And I'm here to present pushing for food system change amid shrinking democratic space in the Philippines. If I may share the screen. Here, as advocates of sustainable development, PNFSP responds to issues that go beyond the quantity and quality of food. Our network addresses core issues that threaten food security, including conversion of agricultural lands, landlessness, import liberalization, feudal relations of production, backward means of production, migration, and urban poverty, unequal food distribution, and genetically engineered food. And PNFSP and its network members commit to advance the right to food of the most disadvantaged sector towards food self-sufficiency. And to those who are not familiar with the Philippine situation, this is an overview of the current Philippine food system. It is not delivering adequate food and nutritional security to Filipinos. This is so because of these factors. One, lack of genuine agrarian reform, liberalization and foreign domination on food, anti-farmer research and development, which is profit over safe and affordable food production, and lack of government support for farmers in times of calamities. Lack of genuine agrarian reform in the Philippines is a perennial problem. 7 out of 10 rural farmers do not own the land they till. Landlessness has been a perennial problem of Filipino farmers since the colonization of the Philippines in the 16th century. The agrarian system has been characterized by a growing concentration of land ownership. The colonial system promoted large agricultural properties and discarded small-scale agriculture, disrupting the livelihoods of native farmers. Every administration has declared agrarian reform a central program for growth and development, yet it failed to promote and protect the interests of the farmers. We had the Land Reform Code of President Magsaysay, which aimed to abolish shared tenancy but instead instituted a leasehold system. And then we had the Land Reform Program of President Marcos, the Presidential Decree number 27, but failed because of the severely limited coverage, the high retention limit of 7 hectares, which is applied even to absentee property owners,
and the burdensome process of obtaining land and the lack of support services. And in 1988, President Cory Aquino enacted Republic Act 6657, or the Comprehensive Agrarian Reform Law. And after 30 years, the countryside is still rife with inequities in access to and control over land, with the persistence of sharecropping, sakada system, and numerous landless for whom land ownership remains a distant dream. In 1995, Philippines entered into the World Trade Organization Agreement on Agriculture. And since then, over 10% of the total supply of rice in the country is imported. But prior to the country's entry into the WTO AOA, it only reached 0%, 3%, 4%, and the highest was 9% in 1990. Then in 2019, President Duterte enacted Republic Act 11203, or the Rice Liberalization Law, which lowered tariffs on rice imports, resulting to low farm gate prices of locally produced rice, flooding of imported rice in local markets, and the removal of the National Food Authority or NFA's essential functions, specifically local procurement, retailing, warehousing, and even importing rice. The government also allowed the unprecedented increase in the volume of pork imports at lower tariff rates and lower most favored nation tariffs on rice imports, thus devastating local pork and rice industries and producers through Executive Orders 134 and 135. Of course, domination of multinational corporations over the local food system, from agricultural production to local markets, disempowers local farmers and local producers. Research and development is not really intended for the interests of the food producers in the Philippines. A concrete example is the establishment of the International Rice Research Institute in the Philippines in the early 60s to undertake extensive research to produce new rice varieties. While the Philippines hosted and supported the institute, its funding came from oil chemical companies like Shell and Chevron, whose byproducts are essentially supply in the production of fertilizers and pesticides. Soon, Erie came up with the so-called miracle seeds such as IR8, IR15, and IR20. These are high-yielding varieties which are highly dependent on farm inputs. We also have to deal with the field testing of the golden rice, a technological solution for vitamin A deficiency for Filipinos. Large scale of biofortification of food such as this is not the real solution, but is only benefiting big corporations like the Bill and Melinda Gates Foundation. We also experience lack of government support to farmers in times of calamities. Farming in the Philippines is inherently risky. One needs to keep crops safe from pests, typhoons, and carry most of the financial risk. With climate change brewing up, more typhoons and rising temperatures at a more erratic pace, poor Filipino farmers and find it harder to produce sufficient food for the nation. On average of 20 cyclones that enters the Philippine area of responsibility each year, 5 to 7 are destructive. But the Philippine Crop Insurance Company Commission was always lacking in budget and manpower. The government have religiously been abiding with World Trade Organization rules on subsidies, hence the low insurance coverage for the farmers. There are many actors in the struggle for food system change in the Philippines, and these are among them. The Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, established in 1985. It's a national peasant organization. Amihan Peasant Women, established in 1986, Pamalakaya, the Fisher Folks Federation, formed in 1987, Union ng mga manggagawa sa agrikultura, or Union of Agricultural Workers. These are national organizations that coordinates the local struggles for land rights and food rights at the national level, and also struggles for immediate economic relief for the peasants, fisher folks, and builds economic organizations, launches programs and projects such as livelihood and production, health, sanitation, disaster relief, and technology development projects. Those organizations I have mentioned are in the forefront of national alliances advancing the struggle for food system change in the Philippines. We have the Bantay Bigas Network, or Rice Watch Network, which was formed in 2008, and then the Stop Golden Rice Network,
Resistance and Solidarity Against Agrochemical TNCs or RESIST, and the newly formed Agroecology X, which is a unique community of organizations, associations, sustainable agriculture practitioners and advocates, social entrepreneurs, organic food buffs, and many other believers and doers of agroecology. In its 2 years of existence, Agroecology X members have already done synergy activities like providing agroecology trainings and workshops to capacitate farmers and fisher folks. Agroecology X members also held agroecology fairs, bridging the food producers to consumers and providing a better market for organically grown crops. We also supported farmers' initiatives like the Bungkalan or land cultivation through collective farming. We have also conducted the year-long National People's Food System Summit, wherein different sectors conducted series of workshops to drum up public awareness and support for the effort to mainstream agroecology and food sovereignty in response to the United Nations call to transform the current food system. So NPFSS came up with the summit declaration and petition titled Towards a Filipino Food System presented at the Global People's Summit on Food System. And among our calls are the following: implement genuine agrarian reform, stop liberalization and foreign domination on Philippine food system, achieve just prices and wages for the agricultural workers, strengthen Filipino agriculture and develop rural and national industries, allocate sufficient fund for the development of domestic agriculture, especially in the production and processing of food for local needs, ensure sufficient and immediate support in times of calamity, develop pro-farmer research and development, and advance the people's democratic rights. But the government has shown its intolerance to criticism and is using all its powers and the entire government machinery to stifle all kinds of dissent. We have legalized attacks on dissents like the Presidential Executive Order number 70, institutionalizing the whole of nation approach mainly implemented by the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTFL-CAC, and the Republic Act 11479 or the Anti-Terrorism Act of 2020 that intensified attacks on dissents. Since President Duterte came to power, there have been 342 documented killings of peasants, farm workers, and fisher folk related to land dispute cases and advocacy for agrarian reform, including 87 farmers since the beginning of the COVID-19 pandemic. We also experience red tagging, vilification, and demonizing development workers. The attacks on development workers is very alarming. The past decade has seen more forms of repression like intimidation of staff and volunteers, illegal arrest, detention, trump up criminal charges, abduction, forced disappearances, black propaganda in the communities we work in, LGU officials, private sector partners, and even funding agencies. There are also raids of offices and residences of development workers, and the worst, outright killing in the guise of robbery. This picture here is Elena Tijamo, the Sustainable Agriculture Program Coordinator of the Farmers Development Center in Cebu, a PNFSP network member in the Visayas region. And the second picture was that of a second last, the chairman of the board of Alay Bayan Luzon, in Central Luzon, also a member of PNFSP, and is also the vice chairperson of the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. He was arrested early this year with trump-up charges, and during his incarceration, he was infected with the coronavirus and died at the hospital with complications of the COVID-19 virus a few days after. There are more attacks on civil society organizations like the Note Verbal from the Philippine Department of Foreign Affairs. Both the Note Verbal and its implementing guidelines violate basic constitutional freedoms. The National Union of People's Lawyers has previously raised the possibility of the Note Verbal violating the rights to free association and freedom of expression.
The real intent behind the issuance of the note verbal is undeniable. It is to attack and suppress advocacy groups critical of the government and those that have been maliciously and baselessly accused of being legal front of organizations of the Communist Party of the Philippines and the New People's Army or communist terrorist groups. The shrinking democratic space have impacts on socio-economic development, such as military blockades that hinder delivery of services, livelihood programs in highly militarized areas, staff and volunteers who are capable of working and contributing are being arrested or either resigned for fear. Indigenous people are being driven away from their ancestral lands. At least 15 million poor and vulnerable people are deprived of basic social service like relief aid, food security programs, healthcare, due to state repression. These people are in poor, far-flung communities, often neglected by the government. Farming organizations, cooperatives, communal production, which could address long and short-term economic needs, are also destroyed by state forces. However, given this bleak situation, the best option is to be strong amidst this all, expand, consolidate, improve our services, and deepen our commitment to serve. There is a necessity for several sectors to unite and keep vigilant against policies and factors affecting the attainment of food security in the country. Principally, the wreckage of Filipino food systems caused by continued imposition of neoliberal policies must be continuously exposed, and its proponents and enablers should be held accountable. On the other hand, positive experiences and successes in developing genuinely people-centered food systems through the adoption of the principles of food sovereignty and agroecology should be celebrated, promoted, and developed. Among these are the replication of agroecology best practices through knowledge and skill sharing among communities, enhancing synergy activities to reach more communities, just like the activity we did yesterday with Ibon Foundation and the Asuncion Perez Foundation. We provided agroecology orientation and basic urban gardening techniques for persons with disabilities in Bulacan Province, part of Central Luzon. We also need to continue campaign for the assertion and claiming of farmers' rights. And we also have to strengthen national and international solidarity in the assertion of legitimacy of social movements. This recently concluded Global People's Summit on Food Systems was participated by a representative from the Filipino community who submitted the declaration and petition towards a Filipino food system. And to end my presentation, I would like to quote our executive director. The signs are clear that food security amid the global pandemic is a ticking time bomb if not addressed with strong resolve to uphold the right to food and people's welfare. It's time to put local, farmer-led, and ecologically sound farming at the center of agriculture policies for a just, sustainable, and equitable food system. Secure our land, secure our food. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Lorena. Before I continue, I want to apologize. There seems to have been a problem with the translation from English to French. We are working on it. C'est peut-être plus logique que je le dis en français, mais donc il y a eu un petit problème avec la traduction anglais-français. Nous sommes sur le problème, nous sommes en train de le régler. Donc, je m'excuse et je vous demande un peu de patienter le temps que ça se résout. Je vais peut-être continuer en français du coup. Je voudrais aussi remercier Lorena pour cet exposé très intéressant. Je pense que ça rejoint ce que Thierry, ce que Michael Fakri et aussi Chantal ont dit à la fin de leur exposé, c'est que les mouvements sociaux seront, on va dire, la matrice de la transition. C'est de là que nous attendons de forts changements. Les mots de Lorena étaient à expand, consolidate and hold accountable. Je pense que ce sont trois principes
qui sont assez intéressants pour les transitions à venir. Mais ça me rapporte au prochain speaker. Je vais une fois juste demander si la traduction entre-temps est en ordre. Because I would like to introduce the second speaker of this panel. Yeah, everything's all right. Okay, perfect. So the second speaker is Abdul Moumouni Ilo, the director of Caritas Maradi in Niger, the local branch of the Caritas Network, networks in emergency aid, sustainable development, and strengthening inter-community dialogue. His presentation will focus on the links between food system, migration, climate, and insecurity, but also on the ways to solve such complex crises. I will give the floor to Abdul Moumouni. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Abdul Moumouni, je viens du Niger, un pays peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Et je voudrais juste d'emblée souligner que l'intervention de Chantal sur le système alimentaire en Afrique de l'Ouest tient lieu d'introduction. Ça m'évite, moi, de m'attarder sur la gouvernance, puisqu'elle avait brossé un peu le tableau. Le Niger faisant partie de la CEDEAO, donc des pays de l'Afrique de l'Ouest, une organisation des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cela, je vais aller directement sur le terrain. Slide. Donc, mon intervention sera articulée sur ces 5 points que vous voyez affichés. Slide. Donc, en introduction, je voudrais juste que vous situiez un peu le Niger. Vous le voyez, vous devinez facilement que c'est un pays enclavé, qui n'a pas de débouché sur la mer, ce qui constitue un goulot pour notre économie. Le fait que nous n'ayons pas de débouché fait que ça a une influence sur les produits de première nécessité, en particulier ceux qui sont importés. Le voisin du Burkina Faso. Vous m'entendez? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on t'entend, Abdul. Il y a une coupure d'électricité chez nous, mais comme l'ordinateur est alimenté, on va pouvoir continuer. Donc, vous voyez que nous sommes voisins des pays comme le Burkina et le Mali qui ont été évoqués tantôt par Chantal. Et de Burkina, nous sommes aussi voisins de la Libye, un pays très vaste, d'environ 1 267 000 km², je pense 8 ou 10 fois la Belgique. Slide. Je travaille pour Caritas depuis bientôt 16 ans. D'abord en tant qu'agent de terrain, mais aussi après en tant que directeur du bureau de l'Académie Maradi. L'Académie, c'est la structure de la pastorale sociale de l'Église catholique au Niger, comme Caritas International en Belgique, qui est membre du réseau Caritas Internationalis, dont le siège est à Rome et qui regroupe aujourd'hui près de 165 membres Caritas du monde. Nos actions reposent sur des valeurs qui sont la dignité de la personne humaine, l'option préférentielle pour les plus pauvres, la justice, la paix et la réconciliation, le dialogue islamo-chrétien et la solidarité et l'entraide. Notre plan stratégique 2017-2021, qui expire donc cette année, porte sur 3 principaux axes. Le premier axe, c'est la justice, la sécurité et la migration. La sécurité dans les communautés, ce qui a été précisé. La prévention et la réponse aux urgences. Et la sécurité alimentaire, l'eau et l'assainissement et l'environnement. Donc, l'Académie Maradi, moi, je suis directeur du bureau de Maradi. Vous voyez sur la carte, la partie en rose, c'est le diocèse de Maradi qui fait plus d'1 million de km². Donc, 90% du territoire national, avec à peu près 66% de la population totale du pays, selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2012. Slide. Quels sont les défis alors pour les systèmes alimentaires au Niger?
Le système alimentaire au Niger, donc, qui est un pays, je l'ai dit tout à l'heure, vaste, hein, peut-être le 6e plus vaste pays d'Afrique, mais dont seulement 15% du territoire est cultivable, malheureusement. Et 80% de la population du Niger dépend de l'agriculture qui contribue à 42% du PIB. Une agriculture chez nous dominée par les exploitations agricoles familiales. Une campagne agricole sur 2 est déficitaire. Là, j'aborde la question des défis au système alimentaire. Plongeant, pour cette année, par exemple, vous avez 1,8 million de Nigériens qui sont en insécurité sévère, qui méritent, en fait, qui nécessitent une aide humanitaire en ce moment. Sinon, c'est 3,6 millions qui sont en insécurité alimentaire modérée. Et l'économie du pays, comme vous le voyez, avec sa contribution au PIB, repose sur le secteur primaire. Le secteur secondaire est à 17%, hein, le secteur secondaire, plus le secteur de services qui complète. Donc, les défis auxquels les systèmes font face ici chez nous, il y a un défi de commerce inéquitable, en particulier quand vous prenez le riz, qui est la 3e céréale la plus consommée au Niger, en termes de production et en termes de superficie emblavée. Le riz, aujourd'hui, dont les quantités importées font le triple ou le quadruple des quantités produites au niveau national. Donc, les productions nationales jusque-là n'arrivent pas à couvrir les besoins et l'État a malheureusement libéralisé le secteur au point où les importations aujourd'hui inondent les marchés et mettent à mal les producteurs de riz au Niger, malgré une certaine organisation et des actions qui sont menées. L'autre défi, c'est le défi du climat, avec le dérèglement climatique, qui fait que les campagnes agricoles chez nous sont régulièrement donc déficitaires. Le Sahel, il est assez paradoxal. Hein? Ce n'est pas parce que d'une année à une autre, les quantités de pluie enregistrées sont les mêmes qu'il faut tout de suite conclure que la production doit être au même niveau. Donc, il y a un facteur important, notamment la répartition spatio-temporelle. Les pluies sont mal réparties dans le temps et dans l'espace, ce qui vous surprend, par exemple, avec les inondations. Donc, ces impacts-là, le Niger est classé 2e sur le classement mondial des pays les plus touchés par le dérèglement climatique. Et les désastres que nous connaissons sont les sécheresses, les inondations. Ça, c'est une surprise pour beaucoup de pays quand on dit que le Niger est désertique et on entend qu'il y a des inondations provoquées par des précipitations. Ces inondations ont beaucoup d'impact sur les récoltes. Donc, elles compromettent les récoltes, en particulier du riz, mais aussi toutes les céréales comme le sorgho et le maïs qui sont produits dans les bas-fonds, détruisent les infrastructures de transport et donc influencent les marchés et autres systèmes et occasionnent d'importantes pertes matérielles et 2 fois endeuillent les familles. Cette année, nous avons enregistré près de 66 personnes qui sont décédées suite aux inondations. Et les attaques aussi, l'autre défi, ce sont les attaques des ennemis des cultures comme les chenilles lumineuses de l'épi de mil, les criquets et les oiseaux granivores. Toujours en termes d'impact sur de l'insécurité maintenant, parce que l'insécurité est venue se greffer au cortège des défis auxquels l'agriculture fait face. Donc, depuis 2011, comme beaucoup d'entre vous le savent et sur les réseaux, sur les médias, le Niger est encerclé par des foyers de violence. 2011, c'est, comment on appelle ça, l'assassinat de Kadhafi, donc en Libye. Nous avons Boko Haram à l'est, nous avons les djihadistes au nord Mali qui sont en train de descendre dans la zone des 3 frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger. Et nous avons aussi des bandits ici au sud, dans notre frontière avec le Nigeria, vers Maradi. Ça, c'est des bandits et les autres, c'est des rebelles, des djihadistes. L'accessibilité et la mauvaise gestion des ressources sont également parmi les sources des conflits. Ces défis sécuritaires ont davantage dégradé la sécurité alimentaire en détruisant les infrastructures sociales et économiques. Parce qu'aujourd'hui, les djihadistes, c'est l'actualité d'ailleurs au Burkina, au Niger et au Mali. Quand ils viennent, ils détruisent tout ce qui est symbole de l'État et tout ce qui est infrastructure économique. Détruisent les écoles, les dispensaires et autres. En déclenchant une hausse des prix des produits et la fermeture de certains marchés
et des circuits d'approvisionnement. Aujourd'hui, avec la sécurité, les circuits d'approvisionnement sont devenus de plus en plus longs. Ils empêchent aux paysans d'exploiter leurs champs de culture et donc compromettent les récoltes des ménages. Ils ont poussé l'État à consacrer près de 20% du budget national dans la lutte contre la sécurité, abandonnant du coup les secteurs sociaux de base. Ils ont provoqué le déplacement des milliers de personnes au sein et au-delà des frontières du pays. Abordons maintenant la question des migrations et systèmes alimentaires. Au Niger, les migrations donc, se présentent sur plusieurs types. Le Niger est un pays de départ, mais c'est pour la migration circulaire surtout. Donc des Nigériens qui vont dans les pays comme la Libye avant la chute de Kadhafi, comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Gabon. Le Niger est aussi un pays d'accueil des ressortissants des pays comme le Togo, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, le Mali. Le Niger est un pays de transit pour la migration internationale. Ça, c'est pour les migrants candidats à la migration à l'Europe. Donc, tout ce qui passe par Agadez, certainement que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de la ville d'Agadez dès qu'on parle de la migration. Et ensuite, les migrations internes que nous appelons ici communément l'exode rural, qui était une stratégie de suivi depuis la nuit des temps. À la fin des saisons des pluies, donc après les récoltes, il y a beaucoup de jeunes qui migrent vers les villes à la recherche d'un travail rémunérateur, donc des déplacements aussi internes. Slide. Donc, quel bilan des liens entre les migrations et les systèmes alimentaires? La sécurité alimentaire chez nous, le déficit alimentaire chronique que nous enregistrons force des jeunes à migrer, je l'ai dit tout à l'heure, vers les villes et au-delà dans les pays de la sous-région. Et ces mouvements sapent cette force productrice parce que la sécurité alimentaire repose sur une force productrice constituée des jeunes âgés de 17 à 35 ans et qui, à la suite d'un déficit alimentaire, quittent les villages donc, pour les villes. Et pour les potentielles sources donc, de résilience, parmi ces jeunes qui vont dans les villes ou dans les pays voisins, beaucoup, en tout cas, il y a une bonne partie qui aident leur famille en faisant des envois d'argent à leur famille pour qu'elles puissent avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Mais malheureusement, il y a quand même certains qui n'arrivent pas à réussir, puisque tout le monde ne réussit pas en ville, et donc qui finissent des fois par intégrer des réseaux mafieux. Et donc, la migration circulaire est une stratégie d'adaptation au changement. En tout cas, au Niger, dans la plupart des zones agricoles, après la saison des récoltes, il y a beaucoup de jeunes qui migrent vers ces pays-là pour pouvoir trouver un emploi, puisque selon les données nationales, le stock paysan, donc les disponibilités de céréales au Niger, ne couvrent guère 6 mois aujourd'hui, selon les données officielles. Donc, il faut trouver de quoi se prendre en charge pour les 6 autres mois. Et nous allons voir l'autre alternative que nous, au niveau de la CADEV, nous soutenons pour faire face à ces déficits alimentaires. Passons par le témoignage de 2 de nos compatriotes. Le premier, c'est Amadou, qui dit « Je migre régulièrement au Nigeria ». Je vous ai dit que c'est un des pays de destination de nos frères, pour subvenir aux besoins alimentaires de ma famille. Les récoltes sont maigres et ne nous permettent pas de survivre sur le long terme. Je vous ai dit que le stock paysan est de 6 mois. Elles sont entièrement consommées, lui, il parle même de 3 mois. Donc, il a 31 ans, c'est à Zender. Zender, c'est la zone d'intervention d'un des programmes financés par la DGD, la Caritas Belgique. J'ai l'habitude, pour le second témoignage, de me rendre en Libye, dans le but de gagner de l'argent pour ma famille. Certains meurent pendant le voyage. Sur place, je travaille comme fermier, je cultive des légumes. La seconde fois que j'ai tenté de me rendre là-bas, des soldats algériens m'ont rattrapé et renvoyé. Je préfère donc rester ici aujourd'hui. Ça, c'est le témoignage d'Abdoul, âgé de 29 ans, à Zander. Voilà les 2 témoignages par rapport à ces questions. Abordons la question de l'agroécologie comme piste de solution. Je voudrais d'emblée préciser qu'à la CADEV, l'agroécologie est devenue partie intégrante de tous nos programmes de sécurité alimentaire.
Donc, elle est au centre de l'action de la CADEV contre l'insécurité alimentaire. Nous sommes d'ailleurs passés à la vitesse supérieure, s'il faut le dire, puisque nous sommes en train, nous faisons partie, et c'est surtout Chantal, peut-être elle est au courant de ce cadre de concertation, des 8 Caritas du Sahel, soutenus par le Secours catholique, la Caritas Belgique et bien d'autres Caritas, qui expérimentent donc un programme d'agroécologie en réseau. Donc, les principales activités que nous mettons en œuvre en faveur des producteurs, c'est surtout l'implémentation des champs écoles paysans. En fait, c'est des parcelles de démonstration où on essaie de faire les démonstrations des semences, les démonstrations de l'utilisation de la fumure organique, donc des terrains amendés avec des fumures organiques, et des démonstrations de plusieurs autres techniques simples et réplicables par les paysans, notamment le démariage et puis les périodes de semis. Nous faisons de la récupération et la mise en valeur des terres dégradées. Les sols nigériens sont des sols qui font face à une érosion solaire. Il y a le soleil qui tape. Vous savez que c'est un pays de soleil, le Niger. Donc, le sol est frappé et ça a de l'influence. Ça transforme le sol arable là en des glacis. Et donc, nous aidons à la récupération de ces terres-là et à leur mise en valeur. Nous faisons de la promotion de la régénération naturelle assistée pour un peu reconstruire les écosystèmes, donc mettre l'arbre au centre de toutes les questions de production. L'accompagnement des producteurs dans la production des semences de qualité adaptée. Tout à l'heure, un des intervenants a parlé des semences qui sont importées et même des semences qui sont produites localement par des instituts de recherche, des instituts nationaux de recherche, sont des semences qui ne sont pas accessibles parce que le kilo est aujourd'hui à 3 € et vous avez peut-être la moitié des Nigériens qui vivent avec moins de 1,5 € par jour. Donc, ce qui fait que les semences qu'on appelle les semences améliorées ici sont des semences qui ne sont pas très accessibles aux producteurs. Donc, nous nous aidons en lien avec des instituts de recherche et en lien avec les services de l'agriculture du Niger à les aider dans la production de semences de qualité adaptée et donc qui vont être plus accessibles pour eux. Et nous faisons aussi, à travers les radios et les autres médias, des sensibilisations et des débats que nous organisons où les producteurs peuvent intervenir directement à la radio à travers le GSM aujourd'hui qui est très répandu chez nous et animé par des experts du domaine sur les liens entre la gestion durable des terres, le changement climatique et la sécurité alimentaire pour que les producteurs puissent comprendre que les choses sont en train d'évoluer de manière négative et que si nous nous prenons garde, ce qui nous permet aujourd'hui de survivre risque de ne plus exister d'ici quelques décennies, voire un siècle. Voilà le témoignage de Bachir qui a bénéficié de l'appui de notre programme EMO, financé par la Caritas Belgique et la DGD. Il dit que c'est avec la CADEV Niger que j'ai commencé à pratiquer les cultures maraîchères. Je vous ai dit que c'est une alternative que nous soutenons, puisqu'il est démontré au Niger que les productions agricoles pluviales ne couvrent plus les besoins des producteurs. Je remercie infiniment la CADEV et M. Mamansani. Mamansani, en fait, c'est un propriétaire terrien qui a été, si vous voulez, négocier avec qui nous avons signé une convention, avec tant d'autres, pour qu'ils permettent aux plus pauvres. En fait, lui, Bachir, c'est un pauvre qui n'a même pas de terrain dans les bas-fonds où on peut pratiquer le maraîchage. C'est des terrains dunaires qu'il a, donc sur lesquels on ne peut pas faire du maraîchage. Donc, je le remercie d'avoir accepté sans contrepartie de partager sa terre avec moi. Avec cette pratique, j'arrive à produire et m'abstenir d'aller en exode comme je le faisais avant chaque année. Donc, c'est quelqu'un qui, après la récolte, va en exode. Mais aujourd'hui, qu'il a la possibilité de pratiquer le maraîchage, il reste chez lui, produire et prendre en charge sa famille. L'agroécologie est donc une réponse aux défis multiples. Elle représente un ensemble de pratiques agricoles, un modèle économique et de société pouvant répondre aux enjeux majeurs au Niger et de la région du Sahel. La sécurité alimentaire quantitative et qualitative, l'accès à des revenus pour les paysans, donc évitant les migrations forcées, l'adaptation au changement climatique et la gestion durable des ressources naturelles, le renforcement de la cohésion sociale entre les communautés avec l'agriculture, l'élevage, l'agroforesterie et la souveraineté face aux marchés fragilisés par l'insécurité et le commerce inéquitable.
slide. Donc, en conclusion et recommandation, comme solution, nous proposons de promouvoir les pratiques agroécologiques adaptées au changement climatique et qui contribuent à la sécurité alimentaire et à la cohésion sociale, de soutenir les chaînes de valeur avec l'implication de l'ensemble des acteurs et qui ont l'avantage aussi de créer des emplois pour les jeunes, qui constituent 75% de la population du Niger à moins de 25 ans. Développer la production maraîchère comme alternative au déficit céréalier, c'est ce que nous essayons de faire, chronique dans la production pluviale. Donc, nous essayons de les soutenir dans cette production pour compléter la production agricole pluviale, de mener un plaidoyer afin que l'État s'engage dans la transition écologique juste. Tout à l'heure, Chantal l'a dit, les États le disent dans les discours, mais je vous assure que sur le terrain, rien de ce qu'ils disent dans les discours. Donc, nos États ne sont pas encore engagés dans ça. Je vous donne juste un seul exemple. L'État du Niger continue actuellement à subventionner les engrais chimiques et les intrants qui viennent d'ailleurs. Donc, on ne peut pas me dire qu'il est engagé dans une transition dans le discours, mais dans les faits, c'est l'État lui-même qui encourage l'utilisation de ces produits chimiques. Donc, inscrire la gestion des eaux dans les priorités politiques. En fait, surtout la mobilisation, la maîtrise des eaux de surface, parce que chez nous, les eaux coulent avec le relief, et la mobilisation des eaux de sous-sol qui existent dans les nappes au niveau du Niger. Et de mettre en application les politiques de libre circulation des personnes et des biens. Ça, c'est surtout par rapport à la question de migration. La CEDEAO a une convention signée par tous les États dans laquelle tous les États se sont engagés à favoriser la circulation des personnes et des biens, mais dans les faits, ce n'est pas des choses que nous vivons. Donc, pour bien promouvoir les bienfaits de la migration sur la sécurité alimentaire. Et slide, je vous remercie. Nagode Saoussa, je vous remercie. Un grand merci, Abdoul, pour cette présentation. Je retiens quand même certaines similitudes entre la présentation de Lorena des Philippines et du Niger. Clairement, les paysans, les agriculteurs sont souvent en mouvement, que ce soit l'insécurité, que ce soit le climat qui les force à migrer ou l'oppression de certains États, d'acteurs non étatiques aussi, mais aussi oui, l'exode rural des jeunes vers les villes qui laissent place à un certain vide dans les villages et dans les milieux un peu plus ruraux. Donc, je vais un peu encore relancer. Si les gens ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le Q&A ou dans le chat. On les rassemblera. Sinon, j'ai moi-même quelques questions en attendant. Justement, ça a un rapport avec ce que je viens de dire, un peu comment j'ai résumé les deux présentations. C'est en fait comment est-ce que l'agroécologie ou les systèmes alimentaires durables sur lesquels vous travaillez tous les deux sont une solution, peuvent nous donner des solutions par rapport à cet exode rural. Est-ce que vous travaillez spécifiquement là-dessus? Est-ce que vous motivez les jeunes à travers ces systèmes alimentaires durables, à travers ces formes d'agroécologie? Je vais aussi demander à Lorena d'apparaître. Normalement, elle serait connectée. What? Lorena, could you put on your camera so that we can... Yeah. Okay. I'm still here. Sorry, I don't see everything. Sorry, my from the screen. Wi-Fi is being unstable. No worries. Can you hear me? Yes, we can hear you. Did you hear the question that I just asked? Yeah, about the rural exodus. Exactly. Yeah, thank you for this question. As for the Philippine context, rural exodus is mainly due to poverty because of landlessness, development aggression, large-scale mining activities in the regions, militarization, and other factors that deprive rural people of their source of livelihood. And militarization is driving away communities of indigenous people from their ancestral lands because they experience bombings, harassments, massacre, and extrajudicial killings. This is evident in cases of LUMADs in Mindanao,
where state forces continue to attack Lumad communities as well as schools in the guise of counterinsurgency, but for the protection of the interests of big mining corporations and landlord compradors. In areas where bungkalan or collective land cultivation is feasible, we provide support to farmers and indigenous people through provision of trainings, farm inputs, farm tools, and other needs as they go along the stage of adapting agroecology practices through collective efforts while addressing the root causes of rural migration through campaigns, organizational campaigns. And to prevent rural exodus, we also assert our right to the land. We continue to till the land. Genuine land reform and rural development is what we do. We are implementing programs and campaigns that will combat this, and our farming becomes sustainable through collective farming with the practice of sustainable agriculture and agroecology. But that is a campaign to the locals, to the farmers, and to the policymakers as well. We need to do it together. We cannot, the farmers cannot do it alone. The support sectors cannot do it alone. We need to do it together. We need to join forces so the voices of the farmers can be heard. And we need to arouse, organize, and mobilize the farmers. Otherwise, the farmers will be quickly evicted if they are scared and if they have no organizations to stand with. Thank you, Lorena. Abdul, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je pense qu'en cours, oui. Est-ce que le droit à la terre, c'est aussi une question importante dans la prévention de l'exode rural? Et est-ce que vous avez aussi une approche spécifique pour ces jeunes qui inclut et intègre l'agroécologie? OK. Et comme je vous ai dit, nous travaillons avec les producteurs qui font face à des défis et nous essayons, avec l'agroécologie, de mettre en avant la préservation de l'actif. Parce que toute la vie, y compris, je vous ai dit, l'économie du pays qui est à 42%, supportée par le PIB du pays. Donc, la vie des producteurs repose sur ces actifs productifs. Or, ces actifs productifs font face à des défis, qui sont des défis de désertification, qui sont des défis de dérèglement climatique et qui sont d'autres défis. Nous essayons de travailler avec eux. Une des difficultés auxquelles nous avons fait face, c'est que les plus pauvres, vous voyez dans les textes de l'Académie, on parle des plus pauvres, les plus pauvres n'ont pas toujours ces terres-là pour le maraîchage. Ils ont des champs sur des dunes de sable, des champs qui sont exposés et il suffit juste d'une rupture de pluie de plus de 10 jours pour que les cultures commencent à faner. Donc, avec l'agroécologie, ils ont eux-mêmes compris et nous travaillons avec eux sur ça, bien que l'agroécologie aussi a des défis. Par exemple, quand vous prenez les biopesticides, nous faisons la promotion des biopesticides, mais un des messages de feedback que les producteurs nous ont fait, c'est que lorsqu'il y a une attaque, c'est difficile de produire suffisamment pour traiter des grandes superficies. Et nous sommes en train de travailler pour aller, nous avons même à notre dernière rencontre parlé, si vous voulez, d'une petite économie locale, de création de petites entreprises ou des GIE de production de produits agroécologiques qui peuvent être déjà une activité génératrice de revenus pour ceux qui l'amènent, mais qui peuvent aussi disponibiliser les produits sur le terrain. Les pauvres n'ont pas accès, mais nous travaillons avec les pauvres. Et donc, nous avons trouvé cette stratégie de créer un cadre de concertation qui regroupe à la fois les autorités administratives, les autorités coutumières, les producteurs eux-mêmes et nous, autour duquel ceux qui sont propriétaires des terres puissent mettre à la disposition des paysans qui n'en ont pas pour la production maraîchère. Pendant la production pluviale, le propriétaire reprend son terrain, mais pendant la production maraîchère, il donne l'opportunité à des pauvres comme Bachir qui vient de témoigner de pouvoir pratiquer cela. Et je vous assure que pour tous les jeunes qui se sont lancés dans la production maraîchère, lorsque surtout il y a aussi la question de débouchés qu'il faut étudier, ils n'ont plus besoin d'aller en exode parce que lorsque tu vas au Nigeria où la récession économique aujourd'hui est d'actualité, il vaut mieux rester chez soi, produire, vendre, c'est mieux que d'aller en exode. Donc nous travaillons avec eux sur cet accès à la terre pour le maraîchage, puisqu'ils ont des champs, mais des champs dunaires.
et des champs dunaires qui sont exposés, si vous voulez, à l'érosion éolienne. C'est pourquoi nous travaillons beaucoup sur la RNA, la régénération naturelle assistée, qui consiste donc à préserver les jeunes pousses, puisque la plantation des arbres a montré ses limites chez nous. Il ne suffit pas de planter un arbre qui pousse de lui-même, il suffit juste de l'aider à grandir. Et je vous assure que vous allez le constater dans beaucoup de champs où nous avons travaillé, que les paysans ont compris l'importance de l'arbre dans leur activité économique qui est l'agriculture. Un grand merci, Abdoul. Donc, clairement, il faut une sensibilisation. Un instant, j'ai un petit problème. Oui. On fait beaucoup de sensibilisation. Hein. Je vous ai dit qu'on utilise même les radios. On utilise les radios en faisant des débats où les paysans interviennent directement. Un panel qui est animé par des spécialistes, un chercheur de l'INRA. L'INRA, c'est l'Institut national de recherche agronomique au Niger. Un expert de l'environnement et puis un expert d'autres domaines qui sont à la radio, qui animent un débat et auquel nous, c'est des choses que nous payons. On donne la possibilité aux paysans qui est à 10 km, à 20 km ou à 30 km d'appeler et d'intervenir dans le débat pour qu'ils puissent vraiment prendre conscience de l'importance de sauvegarder l'actif qu'ils ont entre les mains pour eux et pour les générations futures. Oui, je pense qu'on a quelques questions aussi, donc je vais passer la parole à Patricia. Oui, merci beaucoup. Je voudrais justement profiter de notre intervenant pour lui poser une autre question. Donc, un des participants a noté que votre action se focalise très fort sur la production maraîchère. Et donc, il se demandait si cet appui au maraîchage vise à un changement des modes alimentaires ou s'il y a d'autres raisons, en fait, de ne pas soutenir de la même façon la production céréalière. En fait, on ne focalise pas sur le maraîchage, mais le champ école paysan, c'est sur la production pluviale, surtout. C'est sur la production pluviale, la production des semences locales adaptées, la formation des producteurs sur des techniques agricoles simples, réplicables par eux, qui ne nécessitent pas qu'on sorte de l'argent pour acheter quelque chose, mais qu'ils peuvent faire par eux-mêmes. Donc, nous avons toujours dans nos programmes de sécurité alimentaire soutenu le volet production pluviale, mais vous savez que c'est une production qui est soumise à des aléas. Or, le maraîchage, c'est beaucoup plus facile de maîtriser parce qu'il suffit de disponibiliser de l'eau à travers les forages maraîchers que nous aidons à réaliser pour qu'ils puissent produire. Elle est plus maîtrisable que la production pluviale qui est soumise aux aléas de la pluie, du climat. Donc, nous faisons les deux. Ce n'est pas que nous privilégions, mais le maraîchage est une alternative chez nous qui s'impose parce qu'il est établi que la production pluviale ne couvre plus les besoins des familles. Et un paysan, dans son témoignage, il a dit que c'est 3 mois chez lui. Et donc, s'il doit se nourrir sa famille pendant 12 mois et qu'il n'a de quoi, il ne dispose que de quoi couvrir les besoins de sa famille sur 3 mois, il lui faut une activité. Et le maraîchage a une deuxième dimension, c'est la dimension revenu. Parce que quand ils produisent, ils vendent sur les marchés, généralement sur des marchés des villes. Vous avez vu, lui, il était dans un champ de laitue. Donc, ils produisent de la laitue, ils produisent des tomates, ils produisent divers, de la pomme de terre, qu'ils vendent et ça leur fait des revenus non seulement pour acheter à manger, mais aussi pour couvrir d'autres besoins des ménages qui sont nombreux, autres que l'alimentation. Donc, ce n'est pas un focus qui est fait, mais c'est une stratégie sur laquelle nous nous appuyons beaucoup, compte tenu des aléas qui affectent la production pluviale chez nous. Merci beaucoup. Oui, un grand merci, Abdoul. Je pense qu'il y aurait peut-être encore une question ou pas, Patricia? Oui, j'ai une autre question qui s'adresse à nos deux participants. Ils ont tous les deux fait état d'un environnement sécuritaire difficile. Et donc, une des questions qu'un des participants voulait leur poser, c'est comment s'adapter? Comment est-ce qu'on fait pour travailler dans un environnement sécuritaire qui est compliqué? Je ne sais pas à qui je laisse la parole en premier. Est-ce que... OK. En ce qui concerne le Niger, je pense que je ne vous apprends rien. Vous savez dans quoi nous sommes actuellement avec le développement des groupes non étatiques qui sont en train de rendre la vie difficile. Donc, je vous ai dit que désormais au Niger, parmi les défis de la production, de la sécurité alimentaire, il y a la sécurité. Aujourd'hui, vous avez une bonne partie du pays où les paysans n'ont pas pu produire parce que les djihadistes les ont trouvés dans les champs et les tués dans leur propre champ de culture. Donc, ce qui fait que tous les villages ont quitté. Nous avons aujourd'hui au Niger
près de 264 000 déplacés. Donc, des gens qui ont quitté chez eux et qui, malheureusement, dépendent de l'aide alimentaire. Donc, les programmes de sécurité alimentaire que nous menons, pour le moment, on a la chance que c'est dans des zones non encore touchées. Donc, mais s'il arrive qu'une zone soit touchée, c'est pratiquement impossible de travailler, puisque les groupes non étatiques maintenant utilisent même des engins explosifs improvisés. Ce qui fait que même l'armée aujourd'hui, elle rencontre énormément de difficultés dans son travail. Même pas plus tard qu'il y a 2 semaines chez nous, un véhicule des forces de l'ordre est tombé sur un engin et ça fait des morts. Donc, si ça arrive, nous ne serons pas en mesure, nous, en tant que société civile, de garantir notre sécurité de travail avec les communautés, puisque les communautés elles-mêmes vont quitter la zone. Donc, nous travaillons là où il est possible de travailler, malheureusement. Merci beaucoup pour ce constat qui est assez difficile. Je pense que in Philippines also, Lorena, you mentioned shrinking a space environment to work. Come again with the question. So how could you work in such environment? Have you some strategy to avoid or to reach people in this area? Well, for our field staff, we also have to undergo the process of seeking permits from the local government units so as to reach far-flung communities where we deliver our services for the agroecology and food security program. Of course, this is much risky than the pandemic because we are facing the armed forces of the Philippines and other paramilitaries, particularly in Mindanao. But as I've said, one strategy is to coordinate with the local government units who are the ones giving permits so we can travel to far-flung communities and reach the communities. And we also ask the support of church people so we can also go to farmers' communities in the rural areas. Thank you. Thank you. Okay. Yeah, go ahead, Patricia. Non, je disais que justement, il n'y avait plus, je ne vois plus de questions. Ok. Alors, vu le timing, on va passer. Je vais d'abord remercier les intervenants et peut-être demander à Patricia d'éteindre son micro. Voilà. Non, ton micro n'est pas encore éteint, hein, Patricia. Voilà. Donc, je voulais remercier les intervenants. Thank you, Lorena, for your intervention. Merci, Abdul, pour votre présentation. Ça nous a quand même donné assez de perspectives sur les conditions et les dynamiques au Niger, en Afrique de l'Ouest, mais aussi dans les Philippines. Et ça doit nous nourrir le travail aussi qui se situe aussi dans d'autres milieux de gouvernance. Donc, un grand merci. Je vais passer la parole à Patricia ou à Victor pour un petit sondage avant de faire des conclusions. Donc, lancer le sondage. Une petite dernière question pour nos participants. Voilà. Donc, quelle thématique, welke thema's? Donc, vous allez trouver plusieurs questions. Vous voudrez explorer donc les liens entre les systèmes alimentaires. En fait, Patricia, tu pourrais éteindre ton micro? Tu pourrais éteindre? Ouais. Voilà, donc on contextualise un peu. Suzy avait dit au début de sa présentation qu'on aurait voulu organiser un workshop, un atelier sur les thèmes que vous voyez
ici affichées. On voulait faire des workshops avec plusieurs plateformes, donc on s'intéresse à vos intérêts aussi pour pouvoir organiser ce workshop, cet atelier ultérieurement. Donc voilà un petit contexte pour cette question. Donc je repasse la parole à Patricia. Yes, Flori, so thank you. You just explained all the question. And so we will see the answer soon. We let 1 minute to the participant to answer to it. And let's say 10 more seconds, please, everybody, to answer to the question. And so we can see that most of the participants are really interested in the link that we can make with climate or with trade. And so we'll take this in account for a future workshop that we hope to be in, let's say, face-to-face. And before closing this session, we would like also to send you a. Okay, sorry, I'm going too fast, so I will let the floor to Suzy, and I will cut off my micro. Dankjewel, Patricia. Ik heb de moeilijke taak gekregen om deze ochtend samen te vatten. Het is een lange ochtend geweest met heel veel rijke discussies. Dus ik ga niet proberen om volledig te zijn. Ik ga niet proberen om alle interessante punten die dat aangehaald zijn nog eens te herhalen. Maar ik wil er een paar elementen uithalen die ik belangrijk vond en ik hoop jullie dus ook. Ik denk dat we zijn begonnen met nog eens heel duidelijk te stellen wat er allemaal misgaat binnen onze voedselsystemen en tegen welke grote problemen die allemaal aanlopen. Dat heeft François gedaan en Joke heeft daar mooi op ingepikt, want zij heeft ook al een beetje kader gegeven van hoe de Belgische ontwikkelingssamenwerking dat ziet en een heel concreet voorbeeld gegeven van hoe zij daarmee aan de slag willen gaan in het nieuwe programma rond klimaat en voedselsystemen in de Sahel. We hebben dan uitgezoomd en daar was vooral op het internationale vlak de belangrijke conclusie dat men er in de verschillende beleidsruimtes, waar het internationale bestuur zich afspeelt, er toch niet in slaagt om echt tot beleid te komen dat die voedselsystemen grondig kan transformeren. Vooral omdat er te veel tegenwind is van de gevestigde belangen. En dat zijn enerzijds de agro-industrie en ook de landen die daar heel erg van export afhankelijk zijn voor een deel van hun inkomen. We hebben ook, verschillende sprekers hebben ook aangehaald dat er een democratisch deficit is en heel veel fragmentatie van het bestuur op internationaal en regionaal niveau. Dus er is best wel wat werk aan de winkel. Een ander punt dat veel mensen hebben aangehaald is dat de oplossingen vooral van onderuit moeten opgebouwd worden. Michael Fakhri zei al dat mensenrechten het best werken als ze mensen meer beslissingsmacht geven over hun eigen leven. En dat belang van agency, dat heeft ook Thierry aangehaald toen hij uitlegde hoe volgens de CSM op drie domeinen moet gewerkt worden om governance op globaal, regionaal, lokaal niveau te verbeteren. Chantal heeft een duidelijk pleidooi gehouden voor meer samenwerking, netwerken. En zij heeft aangegeven dat het heel belangrijk is om een sterke en vocale voedselbeweging te vormen, te versterken, die niet alleen op korte termijn denkt, maar die echt een lange termijn visie naar voren brengt en daar ook heel proactief
die heel proactief op de agenda zet. Omdat we nu als civiele maatschappij toch vaak te reactief zijn, hè, en in de verdediging gedrongen worden. Dus. En ik denk dat we in de laatste sessie een paar sprekende voorbeelden hebben gekregen van hoe moeilijk dat is, die voedselbeweging verder uitbouwen en in vaak hele moeilijke contexten. In een context van shrinking space in de Filipijnen of in een context waar klimaatverandering mensen dwingt om migratie als een optie voor, als een voedselzekerheidsstrategie aan te nemen. Beide hebben aangetoond dat ondanks die grote problemen, dat er toch heel wat mensen zijn die dat dag in dag uit in moeilijke omstandigheden en soms met gevaar voor eigen leven blijven strijden voor die agro-ecologie, voor voedselsoevereiniteit, omdat ze ervan overtuigd zijn dat dat een oplossing is om mensen een beter leven te geven.